La balle effleura son épaule alors que Nathan la protégeait de son corps, le sang imprégnant son uniforme de sécurité. « Je ne suis que le gardien de la porte », murmura-t-il, leurs regards se croisant. La main tremblante d'Elise Blackwood toucha son visage. La première fois qu'une femme le faisait en 7 ans. L'aube se lève sur une ville encore à moitié endormie. Dans un appartement spartiate du côté est, Nathan Miller ouvre les yeux avant que le réveil ne sonne. 42 années ont creusé des rides autour de ses yeux qui parlent de fardeau porté trop longtemps seul. La pièce ne contient que le strict nécessaire. Un lit, une commode, une seule photo encadrée d'une jeune fille aux yeux identiques aux siens. Aucun autre détail personnel n'adoucit les murs. Aucune trace d'une vie au-delà de la survie. Il se déplace avec une précision mécanique. Café noir et fort. 50 pompes sur le tapis usé. Douche exactement 3 minutes. La routine n'a pas varié depuis 3 ans. Le miroir reflète un visage marqué au-delà de son âge, une barbe poivre et sel, des yeux qui ont vu trop et n'attendent plus grand-chose en retour. Dans la petite chambre attenante à la sienne, Nathan prépare les vêtements de sa fille Sophie, maintenant âgée de 12 ans. Elle n'a pas parlé plus que le nécessaire depuis l'accident de voiture de sa mère, un accident que Nathan n'a pas pu empêcher parce qu'il faisait un service de sécurité supplémentaire. La culpabilité lui serre la poitrine chaque matin, aussi familière que la respiration. Contrôle de maths aujourd'hui, demande-t-il pendant qu'il roule vers l'école dans sa vieille berline. Sophie hoche la tête, les yeux fixés sur le paysage qui défile. Nathan la regarde s'éloigner, son sac à dos sur une épaule, sa posture portant un poids qu'aucun enfant ne devrait supporter. Ils sont 2 survivants naufragés sur la même île, incapables de construire un pont entre eux. Au sein de la communauté résidentielle exclusive de Westlake, Nathan s'installe dans sa cabine de sécurité à l'entrée principale. Ses collègues le voient comme fiable mais réservé. L'ex-marine qui ne partage jamais ses histoires de guerre. Le veuf qui fait des doubles services sans se plaindre. Il est devenu partie du décor, aussi invisible que les caméras qu'il surveille. À travers la vitre de sa cabine, Nathan observe les résidents dans leur voiture de luxe, avocats, cadres, chirurgiens, des gens dont la vie n'est pas interrompue par la tragédie. Il vérifie les cartes d'identité, ouvre les grilles, surveille les flux vidéo. Sa présence est reconnue d'un bref hochement de tête, quand elle l'est. À la tombée du jour, il remarque une Mercedes noire inconnue qui tourne au ralenti juste au-delà de la portée du capteur de la grille. Le visage du conducteur est masqué, mais quelque chose dans la position de la voiture déclenche les instincts que Nathan a refoulés pendant des années. Il note l'incident dans le journal, mais chasse son malaise. Ces jours-ci, il n'attend plus rien, ni bon ni mauvais. Ce que Nathan ne réalise pas, c'est que demain, la vie de cet homme invisible va percuter des forces qu'il a évitées pendant des années, réveillant en lui des parties qu'il croyait mortes avec sa femme. La pluie fouette la cabine de sécurité tandis que Nathan assure le service de nuit, en remplacement d'un collègue malade. L'orage a coupé l'électricité dans certaines sections de la résidence, y compris le mécanisme automatique des grilles. Nathan vérifie les véhicules manuellement, debout sous le déluge, l'uniforme trempé. Une Audi argentée s'approche, les essuie-glaces luttant contre le torrent. La femme à l'intérieur baisse sa vitre juste assez pour tendre une carte d'identité. Elise Blackwood, dit-elle, sa voix portant une autorité subtile qui suggère qu'elle n'a pas l'habitude d'être questionnée. Nathan ne reconnaît pas le nom, ce n'est pas une résidente habituelle. La carte indique qu'elle est l'épouse de Richard Blackwood, propriétaire du manoir sur Lakeview Drive qui est resté largement vide depuis que Nathan a commencé à travailler ici. « Je dois vérifier cela, madame, » dit Nathan, remarquant sa prise tendue sur le volant et son regard nerveux dans le rétroviseur. « Ouvrez simplement la grille, je vous prie, » insiste-t-elle, sa façade composée se fissurant légèrement. « Mon mari m'attend. » Le protocole exige une vérification pour les visiteurs inconnus. Mais quelque chose dans ses yeux, une peur contrôlée, fait hésiter Nathan. Avant qu'il ne décide, des phares inondent sa vision périphérique, la Mercedes noire qu'il avait remarquée la veille fonce vers la grille. « Laissez-moi passer maintenant, » dit Elise avec une urgence calme. Les instincts endormis de Nathan s'embrasent. Il actionne la commande manuelle. La grille commence à s'ouvrir et il fait signe à Elise d'avancer. Au moment où sa voiture passe, la Mercedes accélère, tentant de se faufiler derrière elle. Sans réfléchir, Nathan s'avance dans l'ouverture, bloquant le chemin du véhicule de son corps. La voiture pile net, à quelques centimètres de ses jambes. 2 hommes en descendent. Costume coûteux,
regard dur, professionnel, dangereux. Politique de l'enceinte, déclare Nathan d'un ton plat. Un véhicule par autorisation. Nous sommes avec Madame Blackwood. Dit le conducteur, son ton suggérant que c'est une formalité facilement écartée. Alors elle devra le confirmer. Les hommes échangent un regard. Écoute, flic de location. Tu peux attendre une autorisation correcte ou partir. Nathan l'interrompt, sa voix portant l'autorité calme qui commandait autrefois des hommes en zone de combat. Sa main repose près du tasé à sa ceinture, un geste que les hommes ne manquent pas. Après une confrontation tendue, ils regagnent leur véhicule, reculent, mais restent garés à l'extérieur de la grille. Nathan appelle le bureau de sécurité de la résidence, puis retourne à sa cabine, secouant la pluie et l'adrénaline. 1 heure plus tard, le manoir sur Lakeview s'illumine comme un phare dans la tempête. La radio de Nathan grésille avec un appel d'urgence, intrusion possible à la résidence Blackwood. Il arrive pour trouver la porte d'entrée entr'ouverte, une fenêtre brisée. Sortant son tasé, Nathan entre en annonçant sa présence. Il trouve Elise Blackwood dans le bureau, un téléphone à l'oreille, l'autre main pressant un linge sur une coupure au front. Elle raccroche brusquement en le voyant. Sécurité, s'identifie-t-il. Êtes-vous blessé? Ils sont entrés par la terrasse, explique-t-elle, gardant son calme malgré les circonstances. J'ai réussi à déclencher l'alarme et ils ont fui. Nathan sécurise la maison avant de revenir vers elle. La police arrive. Puis-je? Il désigne sa blessure. Elle accepte qu'il l'examine. C'est superficiel, juge-t-il, récupérant une trousse de premier secours dans une salle de bain. Pendant qu'il nettoie la plaie, il remarque de fins tremblements dans ses mains, le seul signe extérieur de sa peur. Vous êtes doué pour ça, observe-t-elle. Marine, explique-t-il simplement. Et maintenant vous gardez des grilles. Quelque chose dans son ton n'est pas du mépris, mais une curiosité sincère. Nathan n'élabore pas. La police arrive, recueille les dépositions. L'histoire officielle devient celle d'une tentative de cambriolage, mais Nathan reconnaît la précision de l'effraction, la caméra spécifique désactivée, la découpe nette du verre. C'était professionnel. Alors que les agents s'apprêtent à partir, Élise attire Nathan à l'écart. Ces hommes à la grille. Ils n'étaient pas avec moi. Je l'ai vu dans vos yeux, dit-il simplement. Vous avez peur. Quelque chose change dans son expression, la reconnaissance qu'il voit au-delà de sa façade soigneusement entretenue. Mon mari est souvent en voyage d'affaires. Je ne viens pas ici seul d'habitude. Alors pourquoi ce soir? Elle le considère un instant. Parfois on a besoin d'un endroit pour respirer. La phrase reste suspendue entre eux, chargée de sens inexprimé. La police suggère qu'elle ne reste pas seule. Élise passe un appel, apparemment à son mari, son ton devenant plus réservé, plus performatif. Après avoir raccroché, elle se tourne vers Nathan. Il envoie quelqu'un, mais ils n'arriveront que demain matin. Elle hésite. Est-ce que la sécurité de la résidence accepterait de laisser quelqu'un rester jusqu'à ce moment-là? Le protocole voudrait que Nathan appelle un remplaçant pour retourner à son poste, mais au lieu de cela il radio qu'il reste sur place. Il remarque son soulagement, subtil mais réel. Au fil de la nuit, ils maintiennent une distance professionnelle. Élise travaille sur son ordinateur dans le salon. Nathan patrouille le périmètre. Mais leurs chemins se croisent parfois et, dans ces moments, quelque chose d'inexprimé passe entre eux. Deux personnes reconnaissant quelque chose de familier dans la solitude de l'autre. Les jours passent. Nathan reprend sa routine, mais quelque chose a changé. Il se surprend à guetter la voiture d'Élise, à noter les jours où elle vient à la résidence et ceux où elle n'y est pas. Il se dit que c'est une préoccupation professionnelle. L'effraction reste non résolue. Les hommes dans la Mercedes, non identifiés. Sophie remarque le changement. Tu sembles différent, dit-elle un matin. Les mots les plus nombreux qu'elle est alignée en semaine. Différent comment, demande Nathan, surpris. Elle hausse les épaules, se retirant à nouveau dans le silence, mais son observation reste avec lui tout au long de son service. Au manoir Blackwood, des améliorations de sécurité sont en cours. Une réponse à l'effraction. Nathan est chargé de superviser l'installation, ce qui le ramène dans l'orbite d'Élise. Il apprend qu'elle a 38 ans, qu'elle a étudié à Yale, qu'elle travaille comme avocate d'entreprise malgré la fortune de son mari.
Elle se porte avec une perfection étudiée que Nathan reconnaît comme une armure. Le 3e jour des installations, Nathan arrive et trouve Élise dans le jardin, pieds nus en jean et blouse simple, contraste saisissant avec son apparence habituellement polie. Elle tente de faire revivre un jardin de roses négligé. Ses mains sales, les cheveux attachés en queue de cheval désordonnée. « Ma mère a planté ces roses », explique-t-elle quand elle remarque qu'il l'observe. « Avant que mon père ne vende la propriété à Richard. » Nathan s'agenouille à côté d'elle, examine une plante flétrie. Celle-ci pourrait être irrécupérable. « Je refuse de l'accepter », dit-elle avec une détermination calme. Parfois les choses ont juste besoin de temps et de la bonne attention. Leurs regards se croisent brièvement et Nathan sent quelque chose se fissurer dans son détachement soigneusement entretenu. Il propose son aide et ils travaillent côte à côte, les mains dans la terre, la conversation coulant plus facilement dans cette tâche partagée qu'elle ne l'avait fait à travers des bureaux polis et des rapports de sécurité. Élise pose des questions sur Sophie et Nathan se surprend à partager plus qu'il n'en avait l'intention. Le silence qui s'est installé entre eux après la mort de Meghan. Sa peur d'être un mauvais père. Élise n'offre pas de réconfort vide. Au contraire, elle écoute avec une présence qui fait que Nathan se sent vraiment vu pour la première fois depuis des années. En retour, elle révèle des fragments de sa propre vie. Son mariage avec Richard Blackwood, 20 ans son aîné, puissant dans les affaires et la politique. Il était d'abord mon mentor, explique-t-elle. Il a vu un potentiel en moi que les autres avaient manqué. Mais quelque chose dans son ton suggère que la relation a changé par rapport à ce qu'elle était autrefois. Leurs conversations se poursuivent au fil des semaines. Nathan rompt le protocole, apportant du café du magasin hors de la résidence plutôt que le breuvage éventé du bureau de sécurité. Élise partage des livres de la bibliothèque du manoir, des volumes sur le jardinage, oui, mais aussi de la poésie qui parle de deuil et de renouveau. Un soir, Nathan reçoit un appel urgent de l'école de Sophie. Elle a fait une crise de panique, la première depuis des mois. Il la trouve dans le bureau de l'infirmière, pâle et repliée sur elle-même. Pendant qu'il la ramène à la maison, son téléphone vibre avec un texto d'Élise. Une question sur les nouvelles caméras de sécurité. Il ne répond pas. Cette nuit-là, alors que Sophie dort enfin, Nathan s'assoit à leur petite table de cuisine, le poids de ses responsabilités pesant sur lui. Son téléphone vibre à nouveau. Élise vérifie si tout va bien. Dans un moment de faiblesse, il l'appelle. Sophie a eu une mauvaise journée, explique-t-il, se surprenant lui-même par son ouverture. Tu veux en parler, demande Élise, sa voix douce. Nathan se surprend à partager sa peur la plus profonde, que le silence de Sophie ne soit pas seulement du chagrin, mais du blâme. La nuit de l'accident, j'étais censé aller chercher Meghan. Mais il y a eu un incident au travail, et je lui ai demandé de conduire elle-même. Si j'avais juste été là. Nathan, dit Élise doucement. On ne peut pas protéger tout ce qu'on aime à chaque instant, peu importe à quel point on le veut. Quelque chose dans sa voix suggère une connaissance personnelle de cette vérité. Quand il demande, elle hésite avant de révéler qu'elle et Richard ont perdu un enfant. Un mort-né il y a 3 ans. Après ça, quelque chose a changé entre nous. Il s'est enterré dans le travail, et moi, je suis devenu très doué pour faire semblant que tout allait bien. Cette compréhension partagée du deuil crée un pont entre eux. Ils commencent à se rencontrer en dehors de la résidence. Des rencontres innocentes au début. Un café dans un magasin à mi-chemin entre leurs mondes. Un marché fermier où Nathan amène Sophie, qui semble un peu plus animée en présence douce d'Élise. Nathan remarque l'éveil progressif en lui. La façon dont les couleurs semblent plus vives. Comment il se surprend à remarquer les feuilles qui changent. La façon dont les rares sourires de Sophie ressemblent à des cadeaux inattendus plutôt qu'à des rappels douloureux de ce qu'ils ont perdu. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, Nathan devient aussi conscient d'une surveillance qui émerge. La Mercedes noire qui apparaît avec une fréquence croissante, un sentiment d'être observé pendant ses services. Il garde cette inquiétude pour Élise, ne voulant pas troubler la paix fragile qu'elle semble avoir trouvée dans leur amitié. Puis vient la nuit qui change tout. Nathan reçoit un appel paniqué d'Élise à 2 heures du matin. Elle est au manoir seule, convaincue que quelqu'un essaie d'entrer à nouveau. Nathan se précipite, contournant les protocoles, poussé par quelque chose de plus fort que le devoir professionnel. Il trouve la maison sécurisée, mais Élise visiblement secouée. Elle lui montre un mot laissé sur son oreiller, impossible à placer là sans violer la sécurité. Le message est simple, il sait.
Nathan suggère d'appeler la police, mais Élise refuse. Tu ne comprends pas. Richard n'est pas seulement puissant. Il est dangereux quand il se sent menacé. Menacé par quoi, demande Nathan, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse. Élise soutient son regard. Par tout ce qu'il ne peut pas contrôler, par quiconque voit la vraie moi, pas la version qu'il a créée. L'implication reste suspendue entre eux. Que leur connexion, innocente dans les actes, a réveillé quelque chose qui menace les constructions soigneuses de leur vie séparée. Et maintenant ils sont arrivés à un point où ils doivent soit retourner à leur solitude respective, soit reconnaître que quelque chose de profond a changé en eux deux. À l'aube, ils restent assis en silence sur la terrasse, ni l'un ni l'autre tout à fait prêts à formuler le choix devant eux. Mais quand la main d'Élise trouve la sienne sur la table, Nathan ne la retire pas. Et dans ce simple contact, une décision est prise qui mettra en mouvement des conséquences qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Le lendemain matin, Nathan se fait porter malade pour la première fois en 3 ans. Après avoir déposé Sophie à l'école, il se rend dans un garde-meuble en périphérie de la ville. À l'intérieur, sous une bâche, se trouvent les vestiges de sa vie d'avant. Des cartons de décoration militaire, du matériel spécialisé et un ordinateur portable qu'il n'a pas touché depuis sa transition vers la vie civile. Le consultant en sécurité qu'il était avant le mariage, avant la paternité, avant la perte. Il avait rétréci son monde à la simple survie. Il avait des compétences bien au-delà du contrôle d'identité à une grille. Des compétences qu'il avait délibérément enterrées avec ses ambitions. Nathan démarre l'ordinateur, le mot de passe lui revenant par mémoire musculaire malgré les années. Il commence par les registres publics. L'empire d'affaires de Richard Blackwood, ses connexions politiques, ses fondations caritatives. En surface, l'homme est un pilier de succès et de respectabilité. Mais Nathan sait par expérience que le pouvoir projette des ombres, et dans ces ombres, les secrets prospèrent. Il découvre que la première épouse de Richard est morte dans des circonstances mystérieuses, classée suicide, mais que l'enquêteur principal a pris une retraite soudaine avec une généreuse pension peu après. 3 rivaux en affaires de Richard ont subi des chutes brutales après des rumeurs d'irrégularités financières ou de scandales personnels. Les schémas émergent lentement mais incontestablement. Le téléphone de Nathan vibre. Un texto d'Élise, il faut qu'on parle, pas à la maison. Elle suggère un sentier de randonnée hors de la ville, loin des caméras de surveillance et des dispositifs d'écoute. La précaution en dit long. Il se retrouve alors que les ombres de l'après-midi s'allongent. Élise semble épuisée, sa composition habituelle est filochée au bord. Ils marchent d'abord en silence, les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds, jusqu'à un point de vue loin des autres randonneurs. Richard a appelé ce matin, dit-elle enfin. Il rentre demain, pas la semaine prochaine comme prévu. Il n'a jamais changé son planning comme ça avant. Tu penses qu'il sait pour nous? Élise le regarde, un sourire triste effleurant ses lèvres. Il n'y a pas de nous ou d'une manière qui le menacerait, Nathan. Nous n'avons rien fait de mal. Mais tu as peur de lui quand même. Elle ne nie pas. Au lieu de cela, elle révèle la vraie nature de son mariage. Comment le mentorat de Richard s'est transformé en contrôle. Comment son soutien venait avec des fils invisibles. Comment sa jalousie se déguisait en protection. Après la perte du bébé, je voulais partir. Il a fait comprendre que ce n'était pas une option. Jusqu'où est-il allé, demande Nathan, l'instinct protecteur qu'il avait refoulé pendant des années s'embrasant chaud et immédiat. Pas directement. Richard ne menace jamais. Il démontre. Son ancienne assistante a demandé le divorce contre la volonté de son mari. Soudain, son mari a obtenu la garde des enfants sur la base de preuves qui sont apparues de nulle part. Élise regarde la vallée en contrebas. Richard n'a pas seulement de l'argent. Il a des informations, des connexions dans des endroits qui ne devraient pas être influençables. Nathan partage ses propres découvertes, observant l'expression d'Élise passer de la peur à une confirmation résignée. Je soupçonnais beaucoup de cela, admet-elle, mais l'entendre confirmer. Elle prend une profonde inspiration. Je dois le quitter, Nathan. Je prépare ça depuis des mois, rassemblant des preuves de ses affaires, créant une police d'assurance. L'effraction au manoir, Nathan réalise, il n'était pas là pour elle. Il cherchait ce qu'elle avait collecté. Élise hoche la tête. La nuit où je suis venu à la résidence, j'ai découvert que Richard me faisait suivre. Je devais récupérer quelque chose dans le coffre, quelque chose qui pourrait me protéger si je réussissais un jour à partir.
Et tu l'as eu? Oui. Sa main touche inconsciemment la poche de sa veste. Mais ce n'est pas encore assez. Il y en a plus dans son bureau. Des dossiers qui exposeraient non seulement ses pratiques commerciales, mais ses connexions avec des gens qui ne devraient jamais avoir de pouvoir. Nathan sait qu'il devrait s'éloigner. Son devoir est envers Sophie, envers la reconstruction de leur vie fracturée, pas envers plonger à nouveau dans des eaux dangereuses. Mais en regardant Élise, son intelligence et son courage, son refus de rester prisonnière de la peur, quelque chose s'éveille en lui qui est resté dormant depuis la mort de sa femme. « Dis-moi ce dont tu as besoin », dit-il simplement. Le plan se forme rapidement. Élise maintiendra la normalité quand Richard reviendra pendant que Nathan utilisera son accréditation de sécurité et ses compétences ravivées pour accéder au bâtiment de bureau de Richard pendant un gala de charité. Le soir suivant, Élise fournit des détails que seule une personne intime des habitudes de Richard connaîtrait. Le pavé numérique caché sous son bureau, la rotation de la combinaison du coffre, les schémas des gardes de sécurité. Au crépuscule, ils se lèvent pour partir, leur souffle visible dans l'air rafraîchissant. Élise hésite, puis tend la main vers celle de Nathan. « Je suis désolé de t'entraîner là-dedans. Tu as Sophie à penser. »« Je pense à elle, » répond Nathan. « Je veux qu'elle voie qu'il y a encore des choses pour lesquelles se battre, des gens qui valent la peine d'être protégés. » Les mots le surprennent. Il ressemble à quelque chose que l'homme qu'il était dirait, pas la coquille vide qu'il est devenu. Leurs doigts restent entrelacés un moment plus long que nécessaire. Pas de baiser, pas de déclaration dramatique, juste le contact simple et profond de deux personnes reconnaissant quelque chose chez l'autre qui vaut le risque de s'éveiller. Le soir suivant, alors que Richard et Élise assistent au gala, Nathan se déplace dans le bâtiment de bureau avec la précision calculée de sa vie d'avant. Il navigue dans les systèmes de sécurité, chronomètre les schémas de patrouille, accède au bureau privé de Richard par des méthodes qui ne laissent aucune trace. Dans le coffre caché, il trouve ce qu'Élise avait décrit, des documents reliant Richard à des pots de vin judiciaires, des opérations de chantage et pire. Mais parmi eux se trouve quelque chose d'inattendu. Des photos de surveillance de Nathan lui-même datant de mois avant qu'il ne rencontre jamais Élise. Des photos de lui avec Sophie à son école, au supermarché, sur la tombe de Meghan. La réalisation frappe avec une clarté écœurante. Nathan n'a pas été affecté par hasard à la résidence Westlake. Sa position, toute sa carrière post-militaire, a été orchestrée. Richard Blackwood l'observait bien avant qu'Élise n'entre dans sa vie. Mais pourquoi? La réponse vient quand Nathan entend l'ascenseur de l'étage exécutif s'activer des heures avant que quiconque ne devrait revenir du gala. Il sécurise les preuves, efface ses traces numériques et s'échappe par un couloir de service juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Depuis l'ombre, il regarde Richard Blackwood émerger seul, se dirigeant avec détermination vers son bureau. Nathan quitte le bâtiment sans être vu, mais avec la connaissance troublante que rien dans sa connexion avec Élise n'a été une coïncidence, et que le danger qu'ils affrontent est bien plus personnel que l'un ou l'autre ne l'avait réalisé. Le matin après l'infiltration du bureau, Nathan attend Élise à leur point de rencontre convenu, un coin tranquille d'un parc public où la surveillance serait difficile. Elle ne vient pas. Ses appels vont directement sur la messagerie, ses textos discrets restent sans réponse. Une appréhension s'installe dans son estomac pendant qu'il roule vers la résidence pour son service. Il maintient la façade de la normalité tandis que chaque instinct hurle que quelque chose ne va pas. Au bureau de sécurité, il s'enquiert discrètement des Blackwood, apprenant que la voiture de Richard est partie tôt ce matin. Inhabituel pour un samedi. Nathan débat de ses options. Aller directement au manoir lèverait des drapeaux. Quitter son poste déclencherait des protocoles. Au lieu de cela, il accède aux archives des flux de sécurité, remontant aux premières heures du matin. Là, à 3h17, la voiture de Richard quittant la résidence, passant devant le collègue de Nathan à la grille. L'angle de la caméra ne montre pas la banquette arrière. À sa pause déjeuner, Nathan se rend au programme du week-end de Sophie, la fait sortir tôt. « Papa ?» questionne-t-elle, l'inquiétude dans les yeux face à son comportement inhabituel. « Je voulais juste passer la journée avec toi, ma grande, dit-il, forçant un calme qu'il ne ressent pas. Il l'emmène à leur appartement, établissant qu'ils étaient à la maison ensemble tout l'après-midi, un alibi. Il prépare un petit sac, dit à Sophie qu'il pourrait aller voir sa grand-mère demain. Puis il passe un appel à la seule personne de sa vie d'avant en qui il fait encore confiance, Marcus.
Maintenant détective privé spécialisé dans les affaires que la police ne touche pas. J'ai besoin que tu surveilles Sophie ce soir, explique Nathan quand Marcus arrive. Ne réponds pas à la porte. Ne la laisse pas près des fenêtres. Marcus étudie le visage de son ami. Tu es de retour dedans, hein? Quoi que ce soit. Nathan ne confirme ni ne nie. Il lui tend simplement une enveloppe scellée. Si je ne suis pas revenu demain matin, ça va au bureau de terrain du FBI. Agent Teresa Ramirez. Personne d'autre. À la tombée de la nuit, Nathan approche du manoir Blackwood depuis le côté lac, évitant les caméras de sécurité. La maison est éclairée mais silencieuse. Il passe les capteurs du terrain en utilisant les connaissances acquises lors de l'installation qu'il a supervisée, accédant à la porte de la terrasse par un angle mort de la couverture. À l'intérieur, la maison semble fausse, trop calme, trop parfaite. Dans le bureau, il trouve Richard Blackwood qui l'attend dans un fauteuil en cuir, un verre en cristal à la main, comme si cette intrusion était un rendez-vous convenu. « Monsieur Miller », dit Richard, sa voix cultivée, contrôlée. « Je me demandais quand vous arriveriez. Vous êtes plus tôt que je ne l'anticipais. Efficace, comme votre dossier le suggérait. »« Où est-elle » demande Nathan, sans s'embarrasser de prétexte. Richard sirote son verre. « Ma femme est indisposée pour le moment. » Les femmes sont si émotives quand leurs illusions se brisent. Il désigne le fauteuil en face. « Asseyez-vous, je vous prie. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour entrer chez moi. Le moins que je puisse offrir est une conversation. » Nathan reste debout. « Si vous lui avez fait du mal, Élise. » Le rire de Richard est authentique. « Vous comprenez mal la situation entièrement. Élise n'est pas une victime, monsieur Miller. Elle est une architecte. » Il fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos. Nathan et sa femme Megan heureux il y a des années. Puis Nathan en uniforme dans des zones de combat. Des rapports de surveillance sur ses opérations militaires. Des dossiers médicaux après sa démobilisation. Le rapport de l'accident fatal. La mort de votre femme n'était pas un accident, dit Richard, observant le visage de Nathan. Les lignes de frein ont été coupées. Une technique familière à quelqu'un avec votre formation, quoique plus grossière que votre travail habituel. Le sol semble se dérober sous les pieds de Nathan. Que dites-vous? Que votre culpabilité est mal placée. Vous n'avez pas causé sa mort en lui demandant de conduire cette nuit-là. Elle a été ciblée à cause de qui vous êtes, de ce que vous étiez. Richard se penche en avant. Ou plutôt à cause de ce que quelqu'un voulait que vous deveniez. Élise. Murmure Nathan, la trahison le brûlant. Non, corrige Richard. Les gens pour qui Élise travaille. Les mêmes qui ont arrangé votre embauche à la résidence Westlake. Les mêmes qui vous observent depuis des années, attendant que vous soyez assez brisé, assez isolé pour être utile. L'esprit de Nathan s'emballe, réévaluant chaque interaction, chaque rencontre apparemment fortuite. Elle m'a approché délibérément. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le veuf en deuil, l'ex-militaire aux compétences spécialisées gâchées, le père dévoué qui pourrait faire n'importe quoi pour protéger son enfant. L'expression de Richard passe à quelque chose qui ressemble presque à de la sympathie. Vous étiez parfaitement positionné à l'intérieur de mon opération de sécurité, mais sous les radars, et vous étiez vulnérable précisément là où Élise excelle, offrir de la compréhension, une connexion, de l'espoir. Richard se lève, va à la fenêtre. Ce que vous ne savez pas, ce qu'ils ont mal calculé, c'est qu'Élise et moi ne sommes plus mari et femme dans aucun sens réel depuis des années. Notre mariage est un arrangement commercial, une alliance politique. J'ai su pour ses autres loyautés depuis un certain temps. Une porte s'ouvre et Élise entre. Elle semble indemne mais tendue, ses yeux rencontrant ceux de Nathan avec une expression qu'il ne peut déchiffrer. Dis-lui, ordonne Richard. Dis-lui pour qui tu travailles vraiment. La composition d'Élise ne vacille pas, une division gouvernementale qui n'existe pas officiellement. Nous construisons un dossier contre Richard depuis des années. Vente d'armes internationales, interférence électorale, manipulation judiciaire. Et vous aviez besoin de moi parce que... demande Nathan, le sentiment de trahison menaçant de le submerger. Parce que vous étiez déjà à l'intérieur. Parce que votre passé vous rendait précieux. Parce que... Elle hésite,
parce que votre profil psychologique indiquait que vous répondriez à son approche particulière. Richard termine pour elle. Le père dévoué, l'homme de principe, abattu par les circonstances, aspirant à un but. C'est assez élégant, vraiment. J'admire presque la stratégie. Nathan regarde entre eux. Ses adversaires sophistiqués jouant à un jeu qu'ils ne commencent qu'à comprendre. L'effraction, la surveillance, le mot, tout mis en scène. Certains, admet Élise. Pas tous. Les preuves dans le bureau de Richard. Réel, dit-elle fermement. Tout ce que je t'ai dit sur ce qu'il a fait est vrai. Ce qu'elle omet, interrompt Richard, c'est que ses employeurs ont fait pire. Tout sous la bannière de la sécurité nationale. Il se tourne vers Élise. Parle-lui d'opération Blacklight. Parle-lui de qui a vraiment autorisé la frappe qui a tué ses enfants dans la province de Raël. L'opération qui a provoqué sa démission du service. Le visage d'Élise pâlit. C'est classifié. Pas pour moi, dit Richard froidement. Rien ne l'est. Le monde de Nathan se réduit à une seule réalisation dévastatrice. Il a été un pion, manipulé par les deux côtés d'un conflit dont il ignorait l'existence. La connexion qu'il pensait avoir trouvée avec Élise, le sens du but ravivé, tout calculé pour exploiter ses vulnérabilités les plus profondes. Et pourtant, le regard dans les yeux d'Élise contient quelque chose au-delà du calcul. Le tremblement dans sa voix quand elle prononce son nom suggère une complication qu'elle ni ses superviseurs n'avaient anticipée. La confrontation est interrompue par le son de véhicules qui approchent. Plusieurs, rapides. Les moniteurs de sécurité montrent des SUV noirs forçant la grille. Il semble, dit Richard calmement, que vos collègues aient décidé d'accélérer leur calendrier. Nathan prend une décision qui changera toute leur vie. Il sort son arme non sur Richard ou Élise, mais sur la menace qui approche. Où sont les preuves contre lui, demande-t-il à Élise. Nathan, tu ne comprends pas, les preuves, insiste-t-il. Maintenant, quand elle hésite, Richard répond étonnamment. La salle forte du Nord-Ouest, derrière la Mona Lisa. Nathan fixe Élise du regard. Tu m'as utilisé. Tu m'as laissé croire que la mort de ma femme était ma faute alors que tu connaissais la vérité. Pas au début, murmure-t-elle. Je ne savais pas pour Megan jusqu'à plus tard. Et ensuite, exige-t-il. Et ensuite ce n'était plus juste une opération. Ses yeux soutiennent les siens sans fléchir malgré le danger qui avance. Choisis maintenant, Nathan. Il n'y a plus de terrain intermédiaire. Dans cet instant, avec des agents armés qui se rapprochent et des années de manipulation exposées, Nathan fait son choix. Pas pour Richard ou Élise ou leurs causes respectives, mais pour la vérité, pour la justice, pour l'avenir de sa fille dans un monde où des forces puissantes traitent les vies ordinaires comme jetables. Et ce choix exigera le sacrifice ultime. 6 mois plus tard, Sophie est assise sur la terrasse d'un chalet au bord du lac, esquissant les oiseaux d'eau qui se rassemblent près du rivage. Elle parle plus ces jours-ci. Pas beaucoup, mais assez pour que le cœur de Nathan s'allège quand il entend sa voix. À l'intérieur, Nathan examine des documents étalés sur une table rustique. Des preuves que ni Richard Blackwood ni l'agence d'Élise n'ont pu supprimer. Des preuves qui ont provoqué des audiences au Congrès, des démissions, des enquêtes criminelles. La vérité, avec toute sa complexité et son ambiguïté morale, émergeant progressivement à la lumière. Le coût a été élevé. La carrière de sécurité de Nathan est terminée. L'empire de Richard Blackwood s'effondre, bien que l'homme lui-même ait disparu dans les réseaux de protection des puissants. Et Élise, la porte s'ouvre. Élise entre portant des courses, ses cheveux plus longs maintenant, ses vêtements de marque remplacés par un jean et une chemise en flanelle. Le programme de protection des témoins lui a donné une nouvelle identité. Mais dans ces moments isolés, elle peut être elle-même, qui qu'elle soit vraiment. Après des années de tromperie, Sophie parle vraiment aux oiseaux, dit-elle en posant les sacs. Des phrases complètes. Nathan hoche la tête, toujours parfois incertain de comment réconcilier ce qui s'est passé entre eux. La nuit au manoir s'est terminée dans le chaos. Richard s'échappant d'un côté, Nathan saisissant les preuves et Élise fuyant de l'autre pendant que des agents de multiples agences convergeaient. Ils ont survécu grâce aux compétences de Nathan et à la connaissance interne d'Élise, atteignant finalement Marcus, qui les a connectés à l'agent Ramirez. Et la vérité s'est avérée plus complexe que ce que Richard ou Élise avaient présenté. Les deux l'avaient manipulé. Les deux avaient retenu des informations cruciales.
Mais Élise avait fait un choix dans ces derniers moments. Protéger Nathan et Sophie, exposer des opérations qui n'auraient jamais dû être autorisées, rompre avec ses superviseurs et la protection qu'ils offraient. Le ministère de la Justice a appelé, dit Nathan. Ils veulent une autre déposition la semaine prochaine. Élise hoche la tête, le poids de ses choix évident dans sa posture. Me pardonneras-tu un jour, demande-t-elle doucement. Ce n'est pas la première fois qu'elle pose cette question. Nathan la considère. La manipulation est impardonnable. Les mensonges ont coupé profond. Mais il se souvient aussi d'elle se plaçant entre Sophie et le danger pendant leur fuite. Il se souvient d'elle refusant l'extraction quand elle n'incluait pas lui et sa fille. Il se souvient de son témoignage qui a commencé à démanteler des décennies d'opérations secrètes. Je ne suis pas sûr que pardon soit le bon mot, dit-il enfin. Mais je comprends les choix faits par désespoir, par la croyance que la fin justifiait les moyens. Il pense à son propre service militaire, au compromis fait au nom du bien supérieur. Je comprends devenir quelqu'un que l'on ne reconnaît pas, Élise va à la fenêtre, regardant Sophie dehors. Et qui sommes-nous maintenant? Nathan la rejoint. Leurs mains ne se touchent pas, mais ils se tiennent assez près pour sentir la présence de l'autre. Nous sommes qui nous choisissons d'être à partir de ce point. Il regarde Sophie en silence. Cet enfant retrouvant sa voix. Cette famille inattendue forgée dans la tromperie, mais peut-être sauvée par la vérité. Il n'y a pas d'étreinte passionnée, pas de promesse d'amour éternel. Au lieu de cela, il y a quelque chose de plus rare. Deux personnes qui ont vu le pire l'une chez l'autre et choisissent quand même de rester, de reconstruire, de croire que même des vies construites sur des mensonges peuvent trouver un sol solide. Un jour à la fois, murmure Élise. Nathan hoche la tête. C'est assez. Cette paix fragile, cette confiance prudente, cette seconde chance qu'aucun d'eux n'attendait de trouver. Pas une fin de conte de fées, mais peut-être quelque chose de plus précieux. Un commencement gagné par le sacrifice et le choix.